Europe 1. Punchline. 18h-20h. Laurence Ferrari vous informe sur Europe 1. Et on se retrouve sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline avec Jean-Claude Dacier, Christian Proto, Georges Fenech et Philippe Juvin, qui est candidat à l'investiture LR pour la présidentielle. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin le soir d'Halloween. Un homme qui tentait d'incendier un bus avec des passagers à l'intérieur s'est fait passer à tabac par un témoin de la scène. Le chauffeur du bus a réussi, Dieu merci, à éteindre les flammes. Récit de Jeanne Cancard. Il est 18h30 hier lorsqu'un individu encagoulé tente d'incendier un bus à Vaux-en-Velin près de Lyon. L'homme lance des objets enflammés à l'intérieur du véhicule stationné, alors que des passagers sont à l'intérieur. Rapidement, les débris en flammes sont extraits du bus à main nue par le conducteur, mais l'auteur tente à nouveau d'y mettre le feu. Après plusieurs tentatives vaines, l'homme n'a pas le temps de s'échapper. Il est rattrapé par un témoin et violemment frappé au sol, au milieu des déchets encore en flammes. Malgré cette vive altercation, l'incendiaire présumé n'a pour l'instant pas été interpellé par la police. Une enquête a été ouverte par les directions départementales de la sécurité publique de Lyon pour tentative de dégradation volontaire par incendie. Georges Fenech, là. Ça, je peux pas. Vous ne voulez pas être d'accord avec ce que cette. Je ne peux pas accepter une qualification qui consiste à considérer qu'il s'agit simplement d'une dégradation de véhicule. Ah oui. Quand on tente de mettre le feu dans un véhicule où il y a des passagers, ça s'appelle tentative d'homicide volontaire. Et en plus, il réitère, puisque lorsque le courageux conducteur de bus réussit à l'extraire, il revient pour remettre le feu à nouveau, alors qu'il y a des passagers à l'intérieur. Ce n'est pas uniquement de la dégradation de véhicules. Donc je pense que ça sera requalifié dans les heures qui viennent, j'espère, ou en tout cas par le juge d'instruction qui sera saisi. Mais pourquoi minorer les faits? Pourquoi cette volonté? Écoutez, j'en sais pas plus, hein, donc je peux pas vous répondre, mais toujours est-il que incendier un véhicule avec des gens à l'intérieur, c'est pas uniquement une dégradation de bus. Jean-Claude Dacier. Non, c'est très surprenant. Honnêtement, il y a quelque chose qui doit nous échapper. En plus de ça, le type a été arrêté, ou plus exactement maîtrisé par des témoins. Une fois, il revient, il a réussi à s'échapper et on l'a pas retrouvé pour l'instant. Il est urgent de le faire. J'espère que les policiers vont réussir à lui mettre la main dessus. C'est un acte à caractère terroriste. On n'en sait rien pour l'instant. Enfin, c'est quand même énorme. C'est ça que je comprends pas. Je suis comme Georges. Ouais. Le gars, il essaie de mettre le feu à un autobus avec des passagers à l'intérieur. Ouais. Enfin, il y avait des gens à l'intérieur. Ça n'a rien à voir. Donc c'est quand même quelque chose d'une gravité exceptionnelle. Le gars, il prend juste mise en cause pour destruction. Pour l'instant, il compte toujours. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans cette affaire. Il faudrait qu'on l'éclaircisse rapidement. Christian Proto. Non, mais je crois que le choix de cette qualification interpelle. Parce que la personne, le responsable qui prend cette décision, on se demande comment il a été formé, là. Parce que manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Le bus avait des gens dedans. Donc, le fait de vouloir y mettre le feu met en danger les personnes qui sont dedans. Le parquet de Lyon Georges Fenech, le parquet de Lyon va rectifier, j'imagine, cette qualification. À moins qu'on ait peut-être une mauvaise information. Mais on ne peut pas qualifier ces faits de destruction de véhicules. C'est pas possible. Non, mais Philippe Juvin, votre réaction à cette scène? Un homme tente de brûler vif les passagers d'un bus. Voilà. Tout va bien, surtout ne rien changer. La France va bien et gardons surtout les mêmes, ne changeons rien. Mais concrètement, que vous voulez dire? On est sidéré. Personne ne dit ça. Je veux dire, on est sidéré parce que le président de la République a pris la parole il y a quelques jours sur la sécurité. Il nous a promis un projet de loi au début de l'année 2022, d'ailleurs à la fin de son quinquennat, et donc des mesures qui sont prises après la fin de son quinquennat. Mais les mesures vont s'étaler jusqu'en 2035, je crois. Vous voyez l'état dans lequel nous sommes. Nous allons attendre 2035 que les mesures soient effectives pour agir. Non, ce sont des mesures immédiates qu'il nous faut, des moyens immédiats et surtout une volonté immédiate. Non, alors, Christian Proto. Le candidat que vous êtes, quand même, doit réaliser que, au départ, c'est un parquet qui a qualifié. Donc, c'est pas politique. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je parle des faits. Je trouve qu'on est dans une société ensauvagée.
quelque chose que probablement nous n'aurions pas vu il y a quelques années. Non, mais ça n'empêche que c'est pas la politique qui fait que tout d'un coup, quelqu'un qui a fait des études juridiques voit les faits qui lui sont rapportés et qualifie d'une manière qui nous interpelle tous. Là, c'est la personne qui est concernée là. Je serais très politisé, c'est possible. Je serais curieux de savoir si quelqu'un va pouvoir lui reprocher quand même une qualification qui, pour le moins, interpelle sur la manière de concevoir le métier et la gravité de l'infraction. C'est intéressant de savoir qui est le juge, effectivement, qui est magistrat. Conception particulière. Georges Fenech. On verra. Un parquet est indivisible, hiérarchisé, il y a un parquet général au-dessus, tout cela va être revu, j'en suis absolument convaincu dans les heures qui viennent. Il faut retenir la bonne qualification. Ou alors on banalise ces faits d'une gravité extrême. Souvent d'ailleurs, quand moi je suis surpris, quand je vois des tirs de mortier sur des fonctionnaires de police être qualifiés d'agression sur agent de la force publique, non, un tir de mortier à bout portant sur un fonctionnaire de police, c'est une tentative d'homicide. Ça peut tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une volonté véritablement de s'empreindre à l'intégrité physique. Il y a eu des tirs de mortier à Offemont, là, dans le territoire de Belfort, contre les forces de l'ordre. Le dispositif, c'est toujours le même. On incendie d'abord des poubelles, puis des voitures. On fait venir les policiers et les pompiers et on leur tire dessus à coups de mortier d'artifice. Ça s'appelle un guet-apens et il faut le qualifier de manière criminelle. Lancer des mortiers sur des forces de l'ordre, c'est criminel. Ça n'est pas un simple délit, quoi. D'autant qu'on peut qualifier peut-être... Autant qualifier à la hauteur de l'émotion. Parce que la qualification, par rapport... Même si ceux qui ont fait ces actes-là s'en fichent au moment où ils le font, au moment où on les interpelle, si on les interpelle, quitte à ramener ensuite à revoir la manière dont ça sera jugé, au moins on accorde une importance à des faits qui sont gravissimes. Et la qualification, c'est pas un détail, c'est pour ça qu'elle existe. Philippe Juvin, qu'est-ce que vous proposez contre ceux qui agressent les forces de l'ordre ? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions ? D'abord, il faut les attraper, et après, est-ce qu'il faut durcir les sanctions ? Mais on en revient toujours au même sujet. Appliquons la loi. La loi est très bien faite. Le code pénal a tout prévu. Oui. Il suffit de l'ouvrir, de le lire et de l'appliquer. On a l'impression qu'il n'est pas ouvert, qu'il n'est pas lu et qu'il n'est pas appliqué. Ou plus exactement, que les juges ont du mal à l'appliquer parce qu'il manque de moyens. Je crois en la bonne volonté des juges, qui sont des fonctionnaires qui servent l'État et qui servent le droit. Sauf qu'aujourd'hui, les juges travaillent avec de petits moyens. Eh bien, il faut leur redonner les moyens de leur action. Puisque vous êtes candidat, vous allez faire des propositions. N'oubliez pas, je crois que l'un des sujets qui devrait retenir le plus votre attention, c'est le problème de l'application des peines. Ce que je disais pourquoi dans un pays comme le nôtre, vous avez 3 juges indépendants qui siègent dans un tribunal correctionnel qui décident d'une peine de, par exemple, 2 ans d'emprisonnement. Pourquoi derrière, un juge d'application des peines va détricoter dans son cabinet, sans audience publique, ce que vient de faire un tribunal qui a rendu une décision au nom du peuple français. On est un des rares pays, une des rares démocraties à faire en sorte que la peine soit immédiatement changée à autre chose par un magistrat dans le secret de son cabinet. Qu'on individualise la peine une fois qu'elle est prononcée, une fois qu'elle a commencé à être exécutée, qu'on examine le condamné, comment il se comporte en prison, pour accorder des réductions de peine, s'il passe des diplômes, s'il se tient bien. Tout ça, c'est normal. Mais que d'entrée de jeu, la peine dont il vient de faire l'objet soit immédiatement, ab initio, comme on dit, transformée par un juge d'application des peines qui n'a aucune responsabilité personnelle, je vous le dis, je vous le rappelle, et professionnelle de la décision qu'il prend, ça me paraît aller à l'encontre de l'intérêt de l'institution judiciaire. Et ça donne un très mauvais signal à toute la délinquance qui voit les peines se transformer en montre-molle de Salvatore Dali, puisque du ferme, ça devient du sursis, ça devient du tige, ça devient du bracelet électronique. Et en réalité, ils ont le sentiment de l'impunité. Et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Alors, revoyez ce problème de l'application des peines. Absolument. Mais l'application des peines est la grande faiblesse du système français. Elle trouve son origine à la fois dans l'organisation telle que vous l'avez décrite, mais aussi dans les moyens qui sont très faibles. Et on sait très bien, malheureusement, qu'un certain nombre de magistrats ont à jouer avec les moyens qui sont à leur disposition. Et donc ce sujet... Et souvent, à 10h du matin, ils savent qu'il n'y a plus de place. Et c'est pour ça que j'ai fait cette proposition de créer d'emblée 5000 places d'emprisonnement, de prison par des préfabriqués, d'emblée,
Ensuite, vous libérez ceux qui ne sont pas définitivement condamnés, les prévenus, sauf en cas de matière criminelle ou en matière délictuelle, quand il y a des violences à personne, ce qui vous libère de la place. Les étrangers en situation régulière et irrégulière condamnés, retour à domicile, et ça libère des places, parce que sinon, vous savez, on ne va pas attendre 10 ans de construire des places de prison. On a un tel retard. Il faut prendre des mesures différentes. Et je pense, pardon, juste un dernier point. Je pense aussi peut-être qu'il faut réfléchir à la prison différemment. Voilà, j'allais vous le dire. Mais voilà. J'allais vous le dire. Je prends un exemple. Regardez les délits routiers qui sont emprisonnés. Ceux-là, vont-ils s'échapper de prison ? Non, bien sûr que non. Eh bien, ouvrons des centres de semi-liberté, exactement, des centres semi-ouverts, ou même fermés, mais avec une application qui sont simplement des gardiens moins nombreux. Des prisons light. Voilà. Des gardiens moins nombreux, des conditions de sécurité. Pas de mirador, exactement, c'est pas nécessaire. Voilà. Et avec ça, vous allez libérer 20 000 personnes d'emblée. Tout à fait. On fait le choix, il n'y a pas 20 000 emprisonnés pour des raisons routières, bien sûr, mais on libère 20 000, un tiers des emprisonnés, on les met dans ces centres léger, comme vous disiez, light, c'est tout à fait, en français, c'est tout à fait ça qu'il faut dire. Pardon. Et vous avez raison, mais je n'ai pas d'autres mots. Et ça vous libère de la place pour des emprisonnements qui nécessitent un niveau de sécurité plus important. Mais ça, nous pouvons le faire tout de suite. Nous pouvons le faire tout de suite. Alors, Jean-Claude Dacier et après Christian Beauvau, ce débat n'a pas eu lieu. Mais est-ce qu'il va avoir lieu à l'occasion des États généraux de la justice ? Je crains... attendons. Alors, vous venez de donner la réponse. En fait, dans tous les domaines, que ce soit la santé avec le Ségur, l'éducation avec le Grenelle, la sécurité avec le Beauvau, on fait des Beauvaux, des Grenelles, des États généraux, des grandes discussions citoyennes. Bientôt, on va nous inventer 15 personnes tirées au sort, comme un jury d'assises, qui vont nous dire quelle est la politique pénale qu'il faut mettre en œuvre. Et en fait, on est dans de la com. Moi, je veux qu'on passe de la communication à l'action. C'est quand même pas difficile. Georges Fenech et après Christian. Peut-être... nourrir votre réflexion à nouveau. Pourquoi ne pas détacher l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice et de l'adresser au ministère de l'Intérieur ? Le juge, il est là pour juger, pour prononcer des peines. Il n'est pas là pour gérer la détention. La détention, ça devrait relever du ministère de l'Intérieur. Et là, vous auriez un autre budget. Parce qu'actuellement, pourquoi le budget de la justice est si pauvre ? Parce que quand il y a des fortes augmentations, comme il y en a eu, c'est vrai, récemment, mais tout pratiquement part, pas tout, mais une grande partie, dans les prisons. Ce qui fait que les tribunaux restent les parents pauvres. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à porter là-dessus. Absolument. Alors, Christian Proto, pour en revenir au terrain. Oui, mais juste pour rester sur les prisons, sacré chantier, parce que c'est en plus un problème de personnel. Il en manque beaucoup. Il y a le problème de leur logement à côté, parce que sinon, ils y vont pas, ils veulent pas. Donc le métier est déjà pas attractif. Alors, c'est un vaste chantier. Peut-être, je pense qu'effectivement, la proposition de Georges est bonne, parce que c'est l'application d'une peine, et on le voit dans les personnels qui sont utilisés, pour les transfèrements et tout, il y a souvent l'utilisation de la police ou de la gendarmerie. Donc, c'est tout à fait logique. Mais pour en revenir à la décision aux décisions qui sont prises, si celui qui doit prendre la décision pour qualifier le fait ne le fait pas à la hauteur de la gravité et que personne ne lui dit rien, eh ben, on aura toujours des gens qui prendront des décisions comme celles que l'on a vues et que l'on regrette. Mais n'oublions quand même pas que Monsieur Juvin, vous connaissez ça par cœur, qui avait une philosophie qui régnait et qui, je pense, règne encore dans une partie de la magistrature. Souvenez-vous de la circulaire de Madame Belloubet. N'emprisonnons pas ou faisons un minimum d'emprisonnement, car la prison est criminogène, dangereuse. C'est sans doute vrai dans un certain nombre de cas, mais le résultat, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on manque totalement de moyens, et notamment de maîtres cadres. Oui, mais regardez, justement, Madame Belloubet supprime les petites peines, enfin les peines de courte durée. Or, justement, ces peines de courte durée ne sont pas suffisamment longues pour créer la fameuse désocialisation. Le danger n'existe pas. En revanche, il y a un élément évidemment d'exemplarité très fort. Quand vous cassez un abribus et que vous allez réellement un mois en prison, eh bien vous vous souvenez. Je le crois. Surtout si ça se passe au moment où vous deviez partir en vacances. Je le crois. Eh bien ça, on reprend la main avec tous ces éléments-là. Je veux dire par là que c'est un grand chantier, vous avez raison. Mais pas si grand que cela, parce que regardez ces fameux centres semi-fermés que nous voudrions ouvrir pour mettre ces délinquants qui ne nécessitent pas d'être surveillés 24 heures sur 24 avec des miradors. L'armée est pleine de ces casernes qui sont désaffectées. Beaucoup ont été vendues.
Mais il en reste encore. Eh bien, typiquement, ces casernes pourraient être utilisées pour héberger tous ces prisonniers qui libéreraient d'autant des places de prison réellement de sécurité. Vous voyez, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une vision globale. Or, jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on a eu soit des idéologues, soit des comptables qui ont géré la justice en France. Pour ceux qui nous écoutent, il faut rappeler quelques chiffres. 114% de surpopulation carcérale, c'est-à-dire qu'il y a 60 000 détenus, n'est-ce pas ? 70 000 détenus pour 60 000 places de prison. Un autre chiffre, en comparaison avec la Grande-Bretagne, on va en parler, de la Grande-Bretagne, à l'occasion du conflit sur la pêche. La Grande-Bretagne, population comparable, c'est 96 000 places de prison. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire c'est 36 000 places de plus qu'en France. Et le retard que nous avons. Christian Proto, un dernier mot ? Oui, hélas. Quoi que vous puissiez penser, il y a malgré tout, au bout de cela, et même si la proposition me semble raisonnable, parce que je suis d'accord avec vous sur l'application de petites peines qui peuvent être, pour une certaine catégorie de délinquants, le fait de se retrouver enfermé, encadré dans quelque chose, même un mois, c'est mieux. Et on a supprimé ces petites peines en disant on n'a pas assez de place. Or, avec un turnover qui aurait avec les petites peines, on pourrait avoir je pense, un certain nombre de places disponibles pour mettre en place ces mesures qui, à mon avis, sont malgré tout importantes. Intéressant. Mais Philippe Juvin. Sans aucune malice, bien entendu, quand est-ce que ces petites peines ont été supprimées ? Sous Madame Belloubet, là, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc moi, je veux bien qu'on vienne nous raconter en disant « ça y est, désormais, nous avons compris », alors qu'ils n'ont fait que prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt général depuis quelques années. Donc attention, vous voyez, c'est un peu comme... C'est Madame Belloubet qui avait supprimé ces peines. Je pense qu'elle a simplement... C'était le principe de réalité, là. Parce que ces petites peines n'étaient pas appliquées. Si vous avez connaissance de gens qui ont fait 1 mois de prison, vous me le dites. Pour être précis... Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est elle qui a... Pardon, excuse-moi, je vous interroge. C'est Madame Belloubet qui a pris cette décision. Je crois que c'est une mauvaise décision. Je comprends qu'elle l'a prise en réalité à la fois peut-être pour des raisons idéologiques quand même, mais aussi parce qu'elle s'est dit elle n'a plus la place, etc. Et ça ne marche plus. Mais parce qu'il faut penser globalement la prison différemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec les différentes illustrations que je vous ai données. Mais encore une fois, le retour à des petites peines d'emprisonnement n'est pas la solution miracle, mais c'est une des solutions qui va nous permettre rapidement de reprendre la main. C'est l'inverse de la politique qui a été suivie jusqu'à présent. L'inverse. Un tout petit mot pour terminer, Georges. Très précis, on n'a pas juridiquement supprimer les courtes peines. On a dit que les peines prononcées jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, donc elles existent toujours, elles sont immédiatement transformées en autre chose. C'est pire. C'est pire encore. Parce que ça n'a plus aucun sens. Ça dévalorise la peine complètement. Ça la dévitalise complètement. Vous savez, c'est pas le plaisir d'infliger des peines. Moi, j'ai été magistrat, c'est jamais très agréable de mettre quelqu'un en prison. Et si vous saviez à quel point ça peut être salutaire pour certains jeunes qui, tout à coup, enfermés, privés de ceci et de cela, se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et que jusqu'alors, on leur a dit sursis, ou tige, etc. Et là, ils réalisent tout d'un coup. Et quelquefois, ils viennent vous remercier en disant vous m'avez arrêté. C'est intéressant. Et juste pour revenir en un mot à Vaux-en-Velin, avec ce bus qui a été incendié avec des passagers dedans, à Marseille, ça s'est produit déjà. C'était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Un bus avait été incendié et une jeune femme a été très gravement brûlée par un délinquant. C'est Laure Parra, notre correspondante à Marseille, qui me le signale. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les 4 dans un instant. La France aura-t-elle le courage de donner et de maintenir les sanctions qu'elle a prévues contre la Grande-Bretagne à propos des pêcheurs et du Brexit? C'est ce que nous allons voir dans un instant. C'est prévu pour demain en tout cas. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1.